Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le fameux prévisionnel financier, celui qui fait peur à tout le monde, notamment lorsqu'il s'agit de rédiger son business plan. Je vais essayer d'être le plus concis possible, mais ça va être difficile. Je vais essayer vraiment de tout vous expliquer pour vous rendre ça simple, surtout pour ceux qui n'ont jamais fait de comptabilité ou qui n'aiment pas les chiffres. Voilà, donc devant vous, vous avez le fichier Excel que j'ai construit, qui est assez simple et qui se prête particulièrement bien à tous les projets. Le but, je le rappelle, lorsque l'on fait un business plan, forcément ce sont des prévisions, que ce soit le banquier ou un potentiel investisseur, il ne va pas s'attacher à regarder la virgule près, ou si le mode de calcul est vraiment très poussé, etc. L'idée, c'est de donner un ordre d'idée au projet, ce qui va être rentable en ayant des charges un petit peu gonflées pour absorber divers événements exceptionnels. Enfin voilà, tout ça je vais vous le présenter. Il est assez quand même complet, vous verrez, si vous présentez ça à un banquier, il va voir que vous avez bien bossé dessus. Donc on va commencer sur le premier onglet, on reviendra sur l'onglet synthèse plus tard. L'onglet amortissement. Alors, qu'est-ce qu'un amortissement? Donc je vais vous expliquer ça de manière très simple. Et comme vous le voyez, je me suis amusé à le pré-remplir pour que ça soit plus parlant pour vous dans tous les onglets. Donc un amortissement en comptabilité, vous l'avez forcément entendu, j'ai amorti mon matériel, etc., etc. Donc un amortissement, c'est très simple. C'est une charge qui est constatée en comptabilité, mais qui est non décaissée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par nature, l'entrepreneur, il n'est pas prévoyant, et notamment lorsqu'il s'agit de mettre de l'argent de côté pour investir. Donc l'État, et là c'est un cadeau qu'il nous fait, a dit, mais puisque c'est ça, on va faire un cadeau aux entrepreneurs pour qu'ils puissent, entre guillemets, constituer une réserve, afin de leur permettre pour plus tard d'investir. Donc qu'est-ce que ça veut dire une charge qui est constatée mais non décaissée? Ça veut dire qu'un amortissement, c'est une charge que l'on va prendre en comptabilité dans un compte 6, compte de charge, donc comme le loyer, comme autre chose, donc ça va être déduit du chiffre d'affaires, donc de l'activité. Mais sur le compte bancaire, cette charge, on ne va pas la payer. Je vous explique comment ça fonctionne. Lorsque on investit, donc par exemple ici vous voyez matériel, 3000 euros. La législation française, notamment fiscale, a prévu des durées d'amortissement pour chaque grand type, on va dire, d'investissement. Par exemple, pour les véhicules, on voit que ça s'amortit sur 5 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va l'amortir linéairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la valeur d'achat hors taxe divisée par le nombre d'années. Et si on fait ça, on voit bien ici que ça fait 5 700 euros pour un véhicule de 28 500 euros sur 5 ans. Donc c'est très simple. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les ans, dans ma comptabilité, je vais constater une charge d'amortissement, qu'on appelle la dotation aux amortissements, de 5 700 euros en charge. Mais sur mon compte bancaire, je n'aurai pas moins 5 700 euros parce que je ne la paye pas, je ne la paye à personne. Alors pourquoi l'État nous fait cette fleur? Eh bien parce que la comptabilité, ce sont des produits et des charges. Les produits, ce sont les ventes. Je vends X produits à X euros, c'est mon chiffre d'affaires. Derrière, pour produire, je vais engager des charges, à la fois des charges de production, à savoir les matières premières, mais aussi les charges, imaginons une secrétaire, une vendeuse, hors production, le loyer, l'eau, l'électricité, etc., etc. Donc si je viens rajouter une charge, je viens déduire, on va dire, le résultat net. Le résultat net étant la différence entre les produits, donc mes ventes, et toutes mes charges. Et si je viens réduire la différence entre les produits et les charges, donc mon résultat net, ce que l'on appelle le bénéfice, je vais payer moins d'impôts. Donc c'est un cadeau fiscal de l'État de dire, vous constatez des amortissements lorsque vous investissez, ça va gonfler vos charges, mais ça va les gonfler uniquement dans la comptabilité parce que dans votre compte bancaire, ces charges ne sont pas décaissées. Ce qui veut dire que ça favorise, ou du moins c'est censé favoriser l'investissement. Voilà le cadeau fiscal de l'État. Tout ça pour dire qu'un amortissement, et c'est là où on va en venir, peut être constaté en comptabilité pour une valeur unitaire hors taxe de 500 euros.
En dessous, j'achète une chaise à 400 euros, elle ne pourra pas rentrer en amortissement. Et vous allez me dire, si j'achète un lot de 500 chaises pour 2000 euros, est-ce que je peux la comptabiliser amortissement? La réponse est non, puisque je vous ai dit une valeur unitaire de 500 euros. Donc il aurait fallu qu'une chaise coûte 500 euros. Voilà, donc c'est très simple, je vous ai mis les durées moyennes, on va dire, d'amortissement pour les frais d'établissement, donc les frais que l'on investit liés à la création de l'entreprise, pour les brevets, les licences, les travaux, les véhicules, voilà, en général, le matériel, voilà. Ne vous prenez pas la tête avec ça, le comptable s'y connaît, le banquier ne va pas y porter une grande importance. L'essentiel c'est que ça apparaisse quelque part, il va voir que ok, vous êtes plongé dans l'amortissement et vous savez ce que ça veut dire. Si jamais vous avez un doute, regardez sur internet, c'est très bien expliqué. Voilà. Dans tous les cas, votre case ici, je ferai peut-être dans le fichier des cases colorées dans lesquelles il faudra modifier la valeur, sachant qu'ici on n'y touche pas, ici on n'y touche pas, tout est automatisé forcément. Et ensuite, lorsqu'on investit, il y a une date d'achat. Et c'est le tableau qui va apparaître en dessous. Il faut, pour le premier amortissement, constater ce qu'on appelle une régularisation d'amortissement pro rata temporis. Ça veut dire que si je l'achète au 1er octobre et que je clôture mon année au 31, je ne vais pas, ces 500 euros sur 5 ans, je ne vais pas constater 100 euros la première année puisqu'il n'y a que ici 3 mois sur lesquels je vais l'amortir. Du coup, je vous ai aussi automatisé la formule pour qu'on calcule le premier amortissement sur ces 3 mois. Ne vous inquiétez pas, partez du principe que vous démarrez votre activité en début d'année ou autre, ce n'est pas très grave. Ces montants aussi, ils sont répertoriés ici, donc ne vous inquiétez pas avec ça. Voilà, et là vous avez le montant total du premier amortissement que vous pourrez reporter ou non dans le tableau. Moi je ne l'ai pas fait, j'ai mis l'amortissement complet. Voilà. Ici une rubrique détail, donc ça c'est pareil, c'est lorsque vous allez imprimer ou reporter ce tableau dans le business plan rédigé, que le banquier puisse comprendre. Voilà, sur est-ce que vous avez réalisé un devis pour le camion, quel est le montant, le détail de ces 3000 euros pour le matériel avec une source, c'est toujours plus sérieux. Voilà, je vous ai mis des exemples. Voilà pour le premier onglet, amortissement. Le second onglet, et ça rejoint aussi le début de l'activité, ça va être le plan de financement initial. À quoi ça sert? Le but étant de vérifier que pour l'activité, les besoins vont être couverts par des ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va investir dans l'activité, et on retrouve ici toutes les immobilisations qui sont liées aux amortissements, je vais y revenir, tous les frais liés à la création d'entreprise, mais également le stock de matières premières, la TVA, bien sûr, à ne pas oublier puisque c'est un investissement de départ, je vais vous faire un petit point sur la TVA, et ce qu'il en reste, la trésorerie. Tout ça, il va falloir le financer, et c'est là où à droite, on va parler de ressources, à savoir l'apport personnel, ce qu'on appelle le capital social, les comptes courants associés et les différents prêts possibles. Je vais revenir un petit peu en détail ici. Donc les frais d'établissement, on va retrouver des honoraires, avocats, experts comptables, et éventuellement les dépôts de marque, si vous voulez déposer votre marque à INPI, un petit peu de publicité au démarrage, les frais d'enregistrement liés à la création d'entreprise. Et aussi les immobilisations incorporelles, corporelles, financières. Les immobilisations, c'est quoi? Ce sont des biens durables à l'entreprise et qui donnent lieu à un amortissement. Alors pas tous, il y a des exceptions, comme par exemple sur les terrains, les achats de terrains ne s'amortissent pas. Mais ceci étant, on va retrouver ici tout ce qui est durable pour l'activité, donc ce que l'on a investi, c'est de l'investissement. Donc toujours pareil, une immobilisation peut être comptabilisée pour une valeur unitaire supérieure à 500 euros. Donc ici, il va falloir lister un petit peu tous les éléments, mais vous le voyez ici, j'ai repris de mon premier tableau amortissement, puisque c'est là où on a les immobilisations qui sont listées. Elles ne sont pas catégorisées comme ici, mais elles sont listées. Et également, il existe des immobilisations financières, comme par exemple les cautions, les loyers versés en garantie, les garanties professionnelles. Voilà.
Ensuite, pour votre activité, pour commencer à travailler et générer le premier euro, il va falloir un stock de matières premières. Ce stock, c'est à vous de voir et de le calculer. Donc, ça peut se faire de manière très simple. On peut imaginer un volume de vente sur 1, 2, 3 semaines, suivant votre rythme de réapprovisionnement. Et de dire, bon voilà, moi je prévois, mes denrées ne sont pas hyper périssables ou quoi que ce soit, je prévois un réapprovisionnement toutes les 2 semaines. Donc, il faut que je tienne, entre guillemets, 2 semaines avant de générer les premiers euros et de pouvoir les réinvestir dans du stock, etc. etc. Donc ça, c'est à bien prendre en compte puisque le banquier, si vous avez besoin d'un financement, c'est ce qu'il va regarder. Il va se dire, ok, vous avez prévu tous les investissements, mais votre stock de matières premières, il est où? N'hésitez pas également à le gonfler un petit peu parce que c'est de la sécurité. Ce poste, on l'oublie très souvent, la TVA. La TVA, c'est quelque chose de très sensible pour les entreprises parce que c'est un poste de trésorerie. Je fais un petit point sur la TVA. Comme vous le savez peut-être ou pas, la TVA, c'est un impôt indirect, mais qui est payé par le consommateur. En aucun cas, l'entreprise ne subit l'incidence de la TVA. Je vous explique. Lorsqu'une entreprise vend, donc demain je vais vendre voilà, des pâtisseries, quoi que ce soit, je vais vendre en TTC. D'accord? Ça veut dire quoi? Si je vends quelque chose à 10 euros TTC et que la TVA est à 20%, donc moi hors taxe, enfin je prends un très mauvais exemple, mais imaginons qu'il y a 8 euros hors taxe, 2 euros de TVA, prix de vente TTC 10 euros. Donc 8 euros hors taxe, 2 euros de TVA, prix de vente TTC 10 euros. Moi, si vous voulez, je vais récolter 10 euros, mais les 2 euros, bon, je vais les encaisser sur mon compte, mais à la fin du mois ou de l'année ou du trimestre, je vais devoir faire une déclaration de TVA. Ça veut dire que ces 2 euros, je ne fais que les collecter pour l'État. Donc je vais devoir les reverser à l'État. C'est ce qu'on appelle de la TVA collectée. C'est-à-dire que je collecte auprès du consommateur pour la reverser à l'État. Donc c'est pour ça que vous entendrez toujours les professionnels parler en hors taxe. Parce que c'est ce qui les intéresse puisque la TVA n'a pas d'incidence sur les ventes, sur les produits, sur les charges, mais ça a une incidence sur la trésorerie, je vais vous expliquer pourquoi. Donc lorsqu'on fait des ventes, on collecte de la TVA, c'est-à-dire que moi, je vends TTC, donc à l'intérieur, il y a de la TVA, je la collecte pour la reverser à l'État. Mais sauf que quand j'achète, donc je ne suis pas un consommateur, je suis une entreprise. Quand j'achète, moi je paye de la TVA, puisque celui qui me vend en TTC également. Donc c'est ce qu'on va appeler de la TVA déductible. Imaginons, j'achète pour 10 euros TTC, il y a 8 euros hors taxe et 2 euros de TVA. Donc j'achète quand même pour 10 euros. Donc moi, je vais la payer au vendeur, cette TVA, mais au final, je ne dois pas la payer. Donc c'est ce que l'on va appeler de la TVA déductible. Donc je dois la déduire parce que j'ai payé de la TVA, mais que je ne dois pas payer, puisque sur les entreprises, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas d'incidence. Donc, et vous allez me voir venir, tous les mois, par exemple, si on fait la déclaration de TVA tous les mois, on va faire la balance entre la TVA que j'ai collectée sur toutes les ventes que j'ai fait et la TVA que j'ai le droit de déduire sur tous les achats que j'ai passés. Et c'est là où on va regarder s'il y a plus de TVA collectée que de TVA déductible. Je vais devoir faire un chèque à l'État parce que j'ai plus collecté auprès des consommateurs que j'ai déduit auprès de mes achats, ou le contraire, et c'est ce qui se passe souvent la première année comme on peut le voir ici, où lorsqu'on investit beaucoup, il y a beaucoup de TVA déductible, je paye de la TVA mais je ne dois pas la payer, et par rapport au volume de mes ventes qui sont faibles, en fait j'ai plus de TVA déductible que de TVA collectée. Donc là, je vais pouvoir bénéficier d'un crédit de TVA, donc soit il est payé au bout de quelques mois, soit il est déduit sur les mois à suivre. Voilà, je sais que c'est un petit peu complexe, je vous invite à vous renseigner sur internet si vous êtes perdu. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la TVA, c'est un impôt indirect qui est collecté par les entreprises mais qui n'est pas payé. Le TVA est l'impôt qui est payé par le consommateur final. Voilà, donc d'un côté je vends TTC, donc j'ai de la TVA que je dois reverser à l'État, et de l'autre côté j'achète, donc je paye de la TVA que je dois déduire puisque je ne dois pas la payer. Donc on va faire la balance entre la TVA que j'ai collectée et la TVA que j'ai le droit de déduire. Et dans le plan de financement initial, il faut bien la compter, cette TVA, parce que tout ce que je vais acheter ici, ça va être de l'achat TTC.
Donc c'est un poste de trésorerie important. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai la trésorerie pour la payer, cette TVA. Puisque comme je paye un TTC, eh bien c'est une sortie de mon compte bancaire. C'est ce qu'il faut voir. Donc c'est un poste de trésorerie. Donc il faut que je puisse avoir suffisamment de fonds pour la financer. Même si, et nous sommes d'accord, comme c'est une TVA déductible vu que j'ai acheté, on va pouvoir la déduire de la TVA collectée ou me la rembourser si jamais je ne fais pas de vente. Et ensuite, le dernier point, c'est de trésorerie. Donc, comme vous le voyez avec la formule ici, la trésorerie va être la différence tout simplement entre les ressources et les besoins. Ici, elle est de 640 €. Autant vous dire que c'est largement insuffisant parce que vous n'avez même pas de quoi financer un stock de matières premières de 1 ou 2 semaines. Je ne sais plus sur quelle base j'étais parti. Donc, ceci, il faut faire très attention. C'est pour ça que je l'ai mis en vert parce que c'est une résultante. Qu'il y ait suffisamment de ressources pour financer les besoins et notamment pour avoir la bouée de sécurité avec la trésorerie. Donc ici on va retrouver quoi? L'apport personnel au capital social. Donc qu'est-ce que c'est? Vous l'avez forcément vu quelque part. SARL, SAS au capital social de 10 000, 5 000, 20 000 €. Le capital social, tout simplement, c'est l'apport des associés à la création de l'entreprise. Concrètement, je veux créer une entreprise qui va, un triporteur par exemple, quelque chose comme ça. Et j'ai tout prévu dans mon plan de financement, il me faut 5 000 € pour le financer. Donc forcément, on ne va pas mettre 5 000 € pile, on va mettre un peu plus la bouée de sécurité, comme je vous disais. Donc on va faire le choix de mettre 10 000 € au capital social de l'entreprise. Ce capital social, en fait, c'est quand on va déposer les statuts. On va dire, ben, voilà, je veux inscrire 10 000 € au capital social de l'entreprise. Ça vous suivra toute la vie de l'entreprise et ça sera marqué sur chacune de vos factures, ça sera gravé. Pourquoi est-ce important? Parce que ça peut être gage de crédibilité. Lorsque vous allez voir par exemple une banque également, mais surtout lorsque vous travaillez avec des grosses entreprises, lorsque vous avez des gros clients, ils vont dire bon, si vous avez un capital social à hauteur de 1 000 €, voilà, vous avez investi 1 000 € dans votre entreprise, c'est pas forcément très crédible, y compris pour les banques, dit voilà, si vous investissez 1 000, vous prenez pas beaucoup de risques. Donc c'est lié à ça. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai avec toutes ces startups où le capital social n'est pas forcément élevé. En tout état de cause, ce qui est important à retenir, c'est que ce capital, lorsque vous le mettrez dans votre société, vous ne pourrez plus le récupérer. Je m'explique. Si jamais vous mettez, vous inscrivez au capital social 10 000 €, que vous n'avez très peu de dépenses et que vous voulez liquider la société, c'est très compliqué de récupérer l'argent qui a été déposé en capital social. Si c'est pas très clair, en fait, comment ça se passe le dépôt capital social, c'est je décide d'inscrire dans les statuts 10 000 € au capital social de l'entreprise, je vais à la banque avec les statuts et là je fais un chèque donc en tant que personne, moi, 10 000 € pour l'entreprise, donc sur le compte de l'entreprise. Donc ça fait toujours bizarre les premières fois où on va à la banque en fait, où on fait un chèque à notre propre entreprise. Cet argent il va sur le compte de l'entreprise et c'est parti, on peut commencer à investir, à faire toutes ces choses dont on a besoin au démarrage. Il y a une petite astuce tout de même pour récupérer un argent que l'on a investi et pas l'inscrire au capital social de l'entreprise. Imaginons, vous voyez ici, 20 000 €, c'est déjà un bon capital social, notamment dans la restauration. Mais je me dis, ben, je vais mettre 10 000 en capital social, c'est toujours crédible pour mes fournisseurs, pour mes clients, pour n'importe qui, pour la banque. Mais je vais ici mettre 10 000 en compte courant associé. Et là, c'est peut-être un peu plus intelligent d'y réfléchir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un compte courant associé? Un compte courant associé, c'est une dette qu'a l'entreprise envers l'associé. C'est-à-dire que moi, en tant qu'associé, en tant que personne, je fais un prêt à l'entreprise de 10 000 €, imaginons ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en prêt? Ça veut dire que l'argent, on va pouvoir le récupérer. Il y a différentes modalités de compte courant associé. On peut la sortir, donc c'est très encadré, là je vous inviterai à vous renseigner, d'un taux d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je sais que je vais tout de même devoir apporter 20 000 € dans l'entreprise en tant qu'apport. Mais je dis je vais mettre 10 000 ici, ça suffit largement, et 10 000 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain mon entreprise elle est florissante,
j'ai beaucoup de trésorerie, etc., et je vais pouvoir me rembourser les 10 000 euros de compte courant d'associé que j'avais investi dès le départ. Et notamment, peut-être, si ça a été prévu dès le départ, assorti d'un taux d'intérêt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets 20 000 ici, j'investis 20 000, je les revois plus, c'est de l'investissement, je ne peux pas les récupérer. Par contre, si j'investis 10 000 ici et 10 000 ici, mon entreprise est florissante, je peux, et l'entreprise peut financièrement me rembourser les 10 000 euros que j'ai prêtés entre guillemets au départ de l'entreprise. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, si je mets 20 000 euros en capital social, c'est de l'investissement, je ne le reverrai pas. Mais si je mets 10 000 ici et 10 000 ici, dans ce cas-là, je vais pouvoir les récupérer ces 10 000 euros. Donc ça veut dire que l'investissement dans cette entreprise, au final, n'aura pas été de 20 000 euros, mais que de 10 000 euros, puisque j'en aurais récupéré ici. Voilà, ce sont plein de petits conseils de montage. Les experts comptables sont très au point là-dessus, les avocats également, peut-être un peu moins, mais ça, ce sont des choses, des optimisations que l'on peut faire plus tard. Le but étant de vous expliquer un petit peu cette mécanique. Ensuite, en ressources, il peut y avoir des subventions, des primes, des concours. Donc, une ligne de prévu ici et ensuite tout un tas de prêts. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces prêts. Il en existe beaucoup. Ça peut varier d'une région à l'autre. Le plus classique étant le prêt bancaire, le prêt PCE, donc le prêt à la création d'entreprise. Donc, il a peut-être changé de nom. Il faut vous renseigner. Le prêt NACRE, les conditions aussi évoluent très rapidement, on est dans un contexte où ça évolue beaucoup. Je vous invite à vous renseigner en tout état de cause. Ici, dans toutes ces lignes, il faudra reporter le montant de l'emprunt que vous allez faire. Vous voyez ici, je l'ai relié à un onglet emprunt où tout est automatisé également. Donc l'important ici, c'est que les ressources équilibrent les besoins. Et forcément, normalement, les ressources doivent être toujours supérieures aux besoins, mais c'est la ligne trésorerie qui vient équilibrer la ligne. Donc c'est important ici d'avoir un gros montant ici, vous voyez, ce n'est pas bien, parce que c'est trop peu élevé. Et vous voyez ici avec le petit calcul de l'approvisionnement des stocks, moi j'ai pris x2 pour être sûr de la demande, de la rupture, c'est un petit calcul très bête, mais ça c'est pas très grave. Ensuite on arrive dans le cœur du sujet, le compte de résultat. Alors, qu'est-ce qu'un compte de résultat? Le compte de résultat fait apparaître tous les produits et toutes les charges. C'est pas plus compliqué que ça. Tous les produits, toutes les ventes, toutes les charges, tout ce que j'ai besoin d'engager comme dépenses pour vendre. Bien souvent, c'est la partie compliquée puisque il va s'agir ici de réaliser un prévisionnel et notamment de vente. Donc c'est là où votre étude de marché aussi prend tout son sens, notamment d'aller regarder la concurrence, combien de passages par jour, combien de tickets moyens, essayer de vous renseigner l'air de rien auprès des vendeurs ou des vendeuses ou d'une personne qui a déjà un commerce ou une activité dans ce milieu-là, qui va pouvoir vous donner des chiffres clés de nombre de passages de vente par jour, etc. etc. En général, sur les comptes de résultats, on peut faire 3 prévisions. Une prévision basse, prévision moyenne et une prévision haute. Ici, je n'ai mis qu'un onglet, donc vous pouvez le multiplier ou le faire varier avec les chiffres, comme vous le souhaitez. Le but de moi, et ce que je préfère, c'est faire une hypothèse basse pour montrer que même, et y compris avec une hypothèse basse, on arrive à l'équilibre et le risque est mesuré. Donc, la partie production, ici, année 1, année 2, année 3, en général, le prévisionnel se fait toujours sur 3 ou 5 ans. 3 ans, c'est déjà bien, 5 ans, ça devient compliqué pour se projeter. Et bien, juste à côté, donc j'ai repris un petit calcul. Donc ce petit calcul, c'est vraiment à adapter suivant votre activité. Donc là, vous voyez, c'est assez généraliste. Donc l'idée, c'est de déterminer le nombre de clients par jour et le ticket moyen de chaque client qui va rentrer dans le magasin, dans le commerce ou dans quoi que ce soit. Donc avec une dissociation hors taxe et TTC et le montant de la TVA qui a permis de passer de hors taxe à TTC. Ici, le chiffre d'affaires, il sera toujours TTC et les charges, hors taxe surtout. Donc, et c'est bien marqué en gros ici, le compte de résultat, c'est toujours du hors taxe pour les produits et pour les charges. Donc c'est la ligne toujours hors taxe, vous voyez ici qui est reportée. Donc le but, c'est de déterminer tout simplement le nombre de clients par jour, le ticket moyen,
hors taxe, le nombre de jours d'ouverture par mois et le nombre de mois dans l'année d'ouverture. Donc tout simplement, les 144 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, c'est le nombre de clients par jour, fois le ticket moyen, fois le nombre de jours par mois, fois le nombre de mois. Et on tombe sur 144 000 euros. Voilà. Donc, si vous faites une hypothèse basse, je vous conseille de faire un prévisionnel assez pessimiste pour vérifier que même si vous avez des débuts difficiles, imaginons avec 10 clients, je le change en live ici, vous voyez, 10 000, avec 10 clients par jour, ça génère pour l'année 14 000 euros. Et là, on voit bien, vous allez voir ici, que le résultat net de le bénéfice est largement négatif par rapport au montant de nos charges. Et après, on peut aussi adapter nos charges forcément à tout ça. Donc pareil pour l'année 2, pareil pour l'année 3, vous pouvez prévoir une évolution, c'est le but de dire, bon, l'année 1, je suis prêt à faire le sacrifice de ne pas être rentable, etc. Mais l'année 2, c'est l'année de la rentabilité, l'année 3, on assoit un petit peu notre modèle. Donc ça, pas de souci particulier ici. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Les produits exceptionnels, ils sont par nature exceptionnels, donc on ne va pas les mettre ici. Les produits financiers, en général, on n'en fait pas dès la première année. Donc c'est tout ce qui va concerner l'achat de titres liés à l'activité. La prestation de service ici, c'est suivant l'activité. Soit on fait de la production et notamment de la vente de produits finis. Soit on fait de la vente de marchandises, donc de l'achat-revente, ou soit on fait de la prestation de service. Pour ce qui est de la production stockée, etc., ne vous en occupez pas, on est vraiment dans un prévisionnel ici, on n'est pas dans un tableau de bord ou de la comptabilité. Dans les charges, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver notamment l'achat des matières premières, puisqu'ici on a la ligne production venue, ça veut dire qu'on achète des matières premières, on les transforme et on les revend. Ici, le calcul, il va être induit par ce qu'on appelle un calcul de coût de revient. Donc il n'est pas dans ce fichier parce que ça va être vraiment propre à chaque activité. Il va s'agir de lister, imaginons que vous fassiez une sandwicherie, vous ayez comme projet de monter une sandwicherie, et bien il va falloir lister pour chaque produit vos coûts de revient. À savoir un sandwich, il y a du pain, il y a une sauce, il y a de la viande, il y a des légumes, etc. etc. Et il faut arriver à savoir et à connaître le prix de revient de chaque produit. Donc imaginons vous ayez 15 sandwichs à la carte. Moi je vous conseille vraiment de le faire sur les 15 sandwichs, sur les X salades, sur les X burgers. Pourquoi? Parce que parfois on a l'impression qu'on gagne des sous, mais en fait on en perd. Imaginons vous utilisez une viande qui est un peu chère et en fait vous allez vous apercevoir que votre prix de vente il n'est pas assez élevé. Donc j'avais réalisé dans un autre fichier un calcul de coût de revient sur chaque recette. Donc comment faire pour trouver le prix d'une tomate, etc. etc. Ben, vous regardez à peu près une tomate, vous estimez pouvoir faire, j'en sais rien, 5-6 tranches sur une tomate. Vous pesez à peu près une tomate, vous regardez le prix au kilo, et là vous estimez à peu près le prix d'une tranche de tomate, le prix de la salade, etc. Tout pareil. Moi ce que je fais, c'est que je vais directement sur Leclerc Drive, je regarde les prix des produits et je me base sur ces prix pour déterminer mes coûts de revient. Donc c'est vraiment la partie coût de revient, c'est vraiment très fastidieux, mais c'est vraiment indispensable. Et voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai tous mes produits qui ont été détaillés, j'ai fait une marge brute moyenne. Ça veut dire que sur l'ensemble de mes produits, ici dans ce cas précis, ma marge elle est de 63%. Donc c'est plutôt une bonne marge, c'est-à-dire que je fais plus que x2. C'est-à-dire que imaginons mon sandwich me revient à 2 euros, je fais plus que x2 par rapport au prix de vente, donc plus que 4 euros, 4,50 €, 5 euros. Et ensuite, ça va vous permettre en fait de ne pas vous prendre la tête pour le calcul d'achat de matières premières. Si je sais que je marge à 63,2%, ça veut dire que mes matières premières représentent 36,8% de mon chiffre d'affaires. Du coup, puisque je vends les denrées, enfin je vends des produits finis qui coûtent, comme je vous l'ai dit, 4,50 €, mais ça me coûte 2 euros, donc moins que la moitié, donc 36,8%. Donc tout simplement, ici, on va multiplier le chiffre d'affaires par la différence entre 1 moins votre marge, entre guillemets un pourcentage, donc ici. Et ça vous donne finalement l'achat de matières premières. Et en plus, le calculer comme ça, c'est pratique parce que si vous faites varier votre chiffre d'affaires ici, ce montant va varier. On va le faire avec le nombre de clients par jour. Vous voyez, forcément, ça s'adapte
en live au chiffre d'affaires. Donc on le fait dépendre au chiffre d'affaires et on dit le montant de ma matière première représente 36% de mon chiffre d'affaires puisque je marge à 63%. Voilà. Ensuite, ici, on va retrouver toutes les charges que l'on peut avoir en activité. Il en manquera forcément, il y en a qui sont en trop. L'idée, c'est de dire et de montrer aux banquiers ou aux autres, de dire, ben voilà, moi j'ai tout prévu. J'ai même gonflé certaines charges. Il y en a qui paraissent vraiment très élevées, mais j'ai tout listé. Et puis quand vous voyez ça, ça fait vraiment sérieux. Ainsi, en plus avec les détails, donc on peut vraiment justifier comment on a fait le calcul. On peut justifier s'il y a eu des devis de réaliser, etc., etc. Donc on va retrouver les dépenses d'eau. Donc là, c'est pareil, ça dépend de votre activité. Si vous êtes restaurateur, quoi que ce soit, c'est pas une dépense qui va être majeure, on va dire. Le gasoil, donc là pour un food truck par exemple qui se déplace, ça peut représenter un gros poste de dépense. Fourniture d'entretien, toujours en prévoir. Fourniture administrative, c'est toujours pareil. Des stylos, des cahiers, c'est toujours bien de mettre quelque chose. Matériel, équipement pour se renouveler, vous voyez. Et c'est tout surtout qui ne rentre pas dans les investissements de départ puisque la valeur unitaire ne dépasse pas 500 € hors taxe. Et puis chaque année, il faut remplacer souvent du matériel. Ensuite, on va avoir tout ce qui est charges externes, donc on va avoir tout ce qui est assurance, responsabilité civile professionnelle, l'assurance du camion, les loyers, les charges locatives, l'entretien et la réparation, la documentation. Je vous conseille également de mettre toujours un montant. Et ensuite, ce qu'on appelle les autres charges externes. Donc là, on va retrouver toutes les dépenses d'honoraires d'avocats, d'experts comptables notamment, les téléphones, internet, la publicité, l'emballage des produits. Et vous voyez ici, moi j'ai pris 2% du chiffre d'affaires. C'est pareil, vous calculez à peu près sur un produit par un sandwich ou un produit phare de votre carte. Vous regardez combien vous coûte l'emballage total, à savoir la poche en plastique, les couverts éventuels, le gobelet, le sachet pour le sandwich. Vous regardez combien ça représente du prix de vente et vous faites une moyenne. Voilà, on va pas venir vous embêter parce que vous n'êtes pas. Voilà, l'idée c'est de prendre une petite marge, de dire bon voilà, environ les emballages représentent 2% de mon prix de vente. Les services bancaires, donc ça va être toutes les voilà votre compte, la tenue de votre compte par votre banque. Ici, il y a une ligne CET, vous ne prenez pas la tête avec cette ligne, c'est l'ancienne taxe professionnelle. Donc ça évolue tout le temps, ça a peut-être évolué par rapport à ça. Si le chiffre d'affaires était inférieur à 152 000 €, il n'y avait pas de... Voilà, parce qu'elle se découpe en deux parties, CFE, CVAE. Voilà, moi j'ai mis pour la partie ambulante. Donc mettez un montant pour prévoir, vous montrez que vous avez prévu voilà, d'en payer une, mais vous ne prenez pas la tête pour son calcul. Et ensuite ici on va retrouver tout ce qui est frais de personnel. Donc là ça va être particulier puisque j'ai fait un onglet qui s'en rapporte, donc ce sont que des chiffres qui viennent se reporter de l'onglet que l'on verra plus loin. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, les amortissements, notamment la dotation des amortissements. Donc comme je vous le disais, c'est une charge qui est constatée et vous voyez qu'elle est importante chaque année. Mais elle ne va pas être retirée de votre compte bancaire. Et ensuite, on va trouver des charges financières, notamment les intérêts sur les emprunts, puisque vous avez vu dans le plan de financement que nous avons fait quelques emprunts, et les frais bancaires divers que l'on peut avoir sur les opérations, les virements, etc., etc. Les charges exceptionnelles, ici, je vous conseille de ne pas en mettre, puisque par nature, elles sont exceptionnelles, donc on ne peut pas les prévoir. Et ensuite, on va retrouver le total des charges ici, le résultat impôt, donc à savoir la différence entre le total ici des produits moins le total des charges. Impôt sur les bénéfices, donc là il y a un montant mais il ne devrait pas y en avoir puisque quand un chiffre d'affaires est inférieur même à 38 000 €, on est sur du 15% ici, mais le montant est trop faible donc il n'y aura pas d'impôt, mais je le mets, c'est pareil, en guise pour montrer que voilà, on a compris comment ça fonctionne et de se pénaliser encore un peu plus entre guillemets. Et le résultat net. Donc, résultat net, c'est le bénéfice qui pourra être soit réinvesti et laissé dans l'entreprise, soit distribué en dividende. C'est cette ligne qui pourra être distribuée en dividende pour 258 € la première année. Autant vous dire que les dividendes ne seront pas versés. Il y a également aussi des réserves obligatoires. On le verra dans le bilan, des réserves légales. Donc, ça veut dire que l'entrepreneur doit consacrer une partie de son résultat net de ses bénéfices à une réserve légale pour anticiper pour plusieurs choses, pour l'activité.
Donc voilà, sur les 3 années, rien de très très compliqué, vous voyez, c'est assez simple quand même. Ici, ça va être votre partie la plus intéressante également avec votre étude de marché, et que lorsque vous rédigerez votre business plan, donc celui qui sera rédigé, et en fait c'est là où vous allez venir expliquer votre calcul. Ici, si vous donnez uniquement ça au banquier, il ne va pas comprendre pourquoi 100 clients par jour, pourquoi un ticket moyen à 6 euros, etc. Toute votre étude de marché et votre business plan va venir expliquer ce calcul, à savoir, imaginons que pour cette activité, le ratio moyen de la profession, ça soit 500 personnes par jour, un ticket moyen à 8 euros. Là, vous voyez que c'est très pessimiste. Ou alors, vous pouvez mettre une touche d'optimisme, mais en vous disant quoi? J'ai un emplacement à Nord, j'ai un chef qui est connu, enfin voilà, tout un tas de choses qui vont venir le justifier. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, ou de réponse, ou de bonne réponse, ou de bons chiffres à mettre, c'est vous qui allez lui donner du sens. C'est surtout ça qui est important, c'est donner du sens à vos chiffres et ne pas mettre des chiffres ici au pif. Il faut qu'ils soient justifiés. Le banquier, il pourra très bien trouver ça peut-être un peu optimiste ou autre, mais s'ils sont justifiés à dire ok, moi je trouve que c'est cohérent, ça tient debout, vous avez mis 5 clients par jour, le ratio moyen de la profession sur des études de marché un peu plus globales, ils sont de temps. J'ai réalisé également une étude de marché un peu plus ciblée d'Amazon, etc. J'ai fait une étude quantitative, une étude qualitative, et je me suis rendu compte que les clients étaient prêts à payer ou payaient déjà tel ou tel prix. Bon voilà, tout un tas d'arguments issus de l'étude de marché qui vous feront justifier vos chiffres. Ça, c'est très important. Ensuite, en dessous du compte de résultat, donc c'est pareil, je vous ai tout automatisé, vous n'avez rien à faire normalement ici. Je vous ai répertorié les charges variables et les charges fixes. Donc ça va être important plus loin pour le calcul du seuil de rentabilité. Qu'est-ce que des charges variables et qu'est-ce que des charges fixes? C'est très simple. Et souvent, on a tendance à les confondre. Les charges variables sont les charges qui vont varier suivant le volume de production. C'est-à-dire que si je vends une unité de plus, j'ai une charge qui se rajoute. Et vous allez très bien comprendre, c'est typiquement les matières premières. Si je vends 10 croissants, eh bien, je vais devoir 10 fois investir de la matière première. Donc c'est une charge qui suit le rythme de production. Pareil pour les emballages et conditionnement, c'est que si je vends un produit, ben, je vais avoir une charge liée au volume, puisqu'à chaque produit vendu, il y a forcément un emballage. Ici, je vous ai remis la ligne eau et gasoil. Pourquoi? Parce que si, imaginons, vous avez une activité de lavage auto, eh bien, l'eau, à chaque client, on va en consommer, donc ça sera une charge variable. Par contre, ici, l'eau, bon, vous avez un rythme de croisière, que vous vendiez 10 croissants ou 100 croissants, par exemple, bon, c'est pas quelque chose qui va exploser, donc on peut la considérer comme une charge fixe. Y compris pour le gasoil, votre circuit sera d'emplacement, il sera toujours le même toutes les semaines, donc vous vendiez 100 burgers avec votre food truck ou 10 burgers, votre circuit vous le ferez quand même, donc c'est une charge fixe. Et ensuite, voilà, toutes les charges fixes qui sont répertoriées, le loyer, internet, la publicité, voilà. Il y a certaines charges fixes qui peuvent être en charge variable. En général, voilà, ce sont les deux qui peuvent aussi entre les deux. Moi, l'activité, c'était pour un exemple de food truck, donc vous voyez, l'eau ou le gasoil elle reste identique, puisque que je vende 100 burgers dans mon food truck ou 10, l'eau restera la même. Si je n'utilise pas dans mes recettes de manière conséquente, et le gazole pareil. Voilà, donc tout simplement, normalement elles sont liées aux cases, sauf celles-ci les deux, puisque plus haut j'avais un montant et là je les ai passées à 0, puisqu'en charge variable elles n'y sont pas, puisque adaptées à l'activité. Et ici donc vous avez les montants totaux des charges variables et des charges fixes avec la distinction entre les deux. Ensuite ici, ce qu'on appelle les SIG, donc tout simplement c'est la même chose que le compte de résultat, mais qui va faire apparaître des soldes intermédiaires de gestion, donc SIG. Donc on va retrouver les mêmes montants que dans le compte de résultat, mais ils vont faire apparaître ce que les banquiers aiment bien voir, notamment la valeur ajoutée, surtout ceci, le BE, ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation,
l'autofinancement et le solde de la CAF, ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Ce qui est important, c'est ici, c'est le BE, l'excédent brut d'exploitation. Donc comme vous le voyez ici, on va comptabiliser les ventes moins les achats de matières premières, charges externes, la rémunération, les salaires et impôts et taxes de l'activité, et on va retomber sur le BE. Qu'est-ce qui signifie? En fait, le BE, ça va être le chiffre positif, on l'espère, hein, bien sûr, qui est lié à l'activité. Donc, on va dire, c'est qu'est-ce qui est généré uniquement par l'activité, parce que vous voyez, juste après, il y a les dotations d'amortissement, et là, on n'est plus dans de l'activité, on est dans l'investissement, et en plus, il y a une charge qui est non décaissée, etc. Ça veut dire que grâce à l'activité, je génère un excédent de 7000 euros. Donc c'est important, puisque si déjà on est en négatif sur cette ligne dans le BE, ça veut dire que l'activité déjà elle n'est pas bonne. Soit que notre prix n'est pas assez élevé, soit qu'il n'y a pas assez de clients, ou soit j'ai des charges liées à l'activité trop importantes. Donc ça c'est très important de les regarder. Et ensuite, donc on retrouve toujours le résultat net et l'autofinancement ici. Donc l'autofinancement, c'est le résultat net plus la dotation d'amortissement. Voilà, c'est le calcul qui sera toujours fait, puisque comme je vous le disais ici, c'est une charge qui est constatée mais qui n'est non décaissée sur notre compte bancaire. La ligne de remboursement de l'emprunt pour qu'on vienne le déduire à l'autofinancement net, et on a le solde de la capacité d'autofinancement. C'est très important également qu'il soit positif, puisque si on prévoit d'investir sur les années suivantes, c'est toujours mieux pour le banquier de voir que voilà, on a un solde de capacité d'autofinancement qui est positif. Voilà, je ne vais pas m'étendre énormément. Vous avez ici sur la droite tous les ratios qui vont bien, notamment le résultat net non distribué. Donc ici on voit bien qu'on est à 0, quelque chose pour cent, qu'on a 13% de rentabilité ici, qu'on est à 22% de rentabilité. Vous voyez, c'est croissant, c'est bon signe pour le banquier de dire, ben voilà, la première année, on compte pas faire beaucoup, mais on est à l'équilibre quand même. Mais dès l'année d'après, nous allons dégager une rentabilité de 13%, etc., etc. Nous arrivons sur le seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité, c'est très simple. C'est de dire, à partir de quel nombre de clients, à partir de quel montant, à partir de quand je suis rentable. Ça veut dire qu'il y a des charges fixes, comme vous le savez, et des charges variables. Ça veut dire que à quel moment mes ventes vont dépasser tout le montant des charges fixes et variables, et je vais commencer à gagner de l'argent. Donc ici c'est très simple, ça reprend le montant du chiffre d'affaires, le total des charges variables et le total des charges fixes. Et ensuite, pour le calcul du seuil de rentabilité, on a besoin de la marge sur coût variable. Donc c'est très simple, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables. Donc ça veut dire combien, c'est tout simplement la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables, c'est combien on fait de marge sur les coûts variables. Et le taux de marge sur coût variable, donc la même chose, mais sauf qu'on va diviser la marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires. Et forcément, ce chiffre va vous dire quelque chose ici, puisque dans le compte du résultat, c'est ce dont je vous avais parlé ici, 63%. On l'avait vu sur les marges variables, on marge à ce pourcentage. Le calcul ici se fait directement. Donc ça veut dire que notre seuil de rentabilité se trouve à 133 000 euros 25. Et vous voyez que mon chiffre d'affaires est à 144 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux chiffres ils sont rapprochés. Donc de janvier à décembre, je génère 144 000 euros de chiffre d'affaires, et que à partir de 133 000 euros de généré, donc on peut se dire que c'est tard dans l'année, je vais commencer à être rentable. Et c'est ce qu'on calcule, le point mort en nombre de jours. Ça veut dire qu'il faut que j'attende 333 jours pour atteindre mon seuil de rentabilité, seuil à partir duquel je vais générer du bénéfice. Donc c'est tard, sachant qu'il y a 365 jours dans l'année, et on le calcule en mois ici, il arrive en novembre. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il va arriver en août l'année d'après et en juillet l'année d'après. Ça veut dire que les premiers mois dans l'année, je travaille pour payer mes charges, et à partir de ce moment-là, je commence à gagner des sous. Ensuite, on va calculer le CAC, donc le chiffre d'affaires critique. Ça veut dire
Et ça, c'est très important. C'est pas toujours calculé, mais c'est super important pour vous, pour avoir la visibilité, de dire. Vous vous souvenez, dans mon prévisionnel, j'avais mis 100 clients par jour. Mais combien de clients par jour je dois faire pour atteindre ce chiffre d'affaires critique, qui est tout simplement le seuil de rentabilité? Eh bien, on le voit ici que je l'ai calculé par mois, par semaine, par jour et par nombre de clients. Ça veut dire que pour tenir cet objectif de rentabilité à minima, je dois faire 80 clients par jour la première année, 85 pardon, 80 la deuxième et 76 la troisième. Donc avec ce calcul, vous allez pouvoir vérifier que voilà, si vous voyez que les 2 premiers mois, 3 premiers mois, 6 premiers mois, vous avez 30, 40 clients, ce qui est tout de même bien, mais vous allez vous dire que là, vous êtes loin de la rentabilité, donc il va falloir faire quelque chose, notamment si votre montant de charge fixe est élevé. Donc voilà, c'est en gros pour vous permettre de voir si vous allez si vous avez le droit à mur ou pas en termes de rentabilité pour votre activité. Voilà, toujours pareil, c'est quelque chose qui est très regardé par les banquiers, forcément, puisque déjà, rien que d'en avoir connaissance, il va apprécier. Et ensuite, vous allez même pouvoir faire par les chiffres en disant, voilà, on voit la première année ici qu'on atteint le seuil de rentabilité au bout de 11 mois, mais ce qui est rassurant, vous voyez, c'est qu'on atteint au bout de 8 l'année 2 et au bout de 7 l'année 3. Voilà. Le BFR. Alors, le BFR, le besoin en fonds de roulement. Qu'est-ce que c'est? Besoin en fonds de roulement, c'est ce qui va vous permettre, entre guillemets, ça va être la différence entre je vais le tourner autrement. Pour votre activité, vous avez les paiements des clients et vos paiements des fournisseurs. Pour ces deux types de paiements, vous pouvez avoir un délai. Donc typiquement, vos fournisseurs, vous pouvez les payer avec 30 jours de décalage. Et vos clients, également, ils peuvent, dans certains secteurs, milieux, vous payer avec un décalage. Le but du besoin en fonds de roulement, c'est d'assurer que cette différence, elle soit pas trop importante. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent qui est mobilisé et qui est mobilisé à moins pour votre activité, notamment pour votre trésorerie. Je m'explique. Et notamment dans l'exemple. Ici, donc le stock moyen de matières premières. Donc là, je l'ai repris du compte de résultat où j'étais parti, du principe, alors on va le regarder ici, voilà, ici qu'on a 2,5 jours de stock de matières premières, fois compte de résultat F27, donc on va être ici, donc fois le nombre, enfin fois le montant de matières premières hors taxe, divisé par 360, et vous avez le calcul ici. Donc nombre de jours de stock fois achat hors taxe divisé par 360. Ça va vous donner le stock moyen de matières premières en nombre de jours d'achat hors taxe. Stock moyen de produits finis, donc moi je n'en ai pas mis puisque tous les produits finis sont vendus ou non, donc c'est à cause ici du 0. Délai moyen de règlement client pour un food truck, il est instantané, vous vendez, il vous paye. Un cours moyen des créances clients, c'est le calcul qui est lié à ça. Et délai moyen de paiement des fournisseurs et sous-traitants. Si vous traitez avec des fournisseurs de légumes, des fournisseurs très particuliers peuvent vous accorder ce qu'on appelle un délai de règlement à 30 jours. C'est-à-dire qu'ils vous livrent le premier, vous payez le 30, imaginons. C'est ce qu'on va calculer ici. Donc le délai de règlement fournisseur ici, fois le montant des achats hors taxes de l'année ici, fois 1, taux de TVA, parce qu'on paye nos fournisseurs TTC et nos clients ici, vous voyez, ils nous payent aussi TTC, divisé par 360. Donc ça va donner un encours moyen des dettes fournisseurs. Donc moi, comme j'ai 30 jours de paiement, enfin j'ai 30 jours pour payer mes fournisseurs, on va dire que
de manière récurrente, tout le temps. J'ai tout le temps 4000 euros entre guillemets de dette qui court sur 30 jours pour payer mes fournisseurs. Et donc c'est là où c'est intéressant parce que j'ai très peu de stock, j'ai pas de créance client, c'est-à-dire que je fais pas crédit aux clients, les clients ils viennent, ils me payent de suite, j'ai pas de délai client. Et j'ai des dettes fournisseurs, donc ce qui est bien parce que je paye pas de suite, je sors pas de la trésorerie, je sors pas d'argent de mon compte bancaire, je les paye plus tard. Et là on est dans un cas forcément qui est idéal, et c'est vraiment pas tout le temps le cas. Pourquoi? Parce que le BFR, en fait, on va faire la différence entre les stocks et les crédits clients. Donc les stocks, pourquoi? Parce que c'est l'argent, j'achète mes stocks et c'est l'argent qui coûte, je l'ai acheté, je l'ai mobilisé, il est dans mon stock. Les créances clients, parce que j'ai vendu la marchandise, donc j'ai dépensé pour vendre la marchandise, j'ai produit, et les clients vont me payer plus tard, donc je n'ai pas reçu l'argent ici. Moins les dettes fournisseurs, c'est-à-dire que j'ai acheté, mais j'ai pas payé. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en fait, en faisant cette différence, on va tomber sur ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire, ça va nous donner le montant dont on a besoin pour faire tourner l'activité quotidienne, cette bouée de sécurité que j'ai besoin en trésorerie pour pouvoir assumer le fait, imaginons que je fasse crédit des clients ou que j'ai un niveau de stock élevé. Ici, vous voyez bien que c'est un chiffre négatif. Donc là, on est dans le cas idéal. On est en présence d'un dégagement en fonds de roulement. Donc on n'est plus en présence d'un besoin, mais d'un dégagement. Ça veut dire que grâce à mes dettes fournisseurs que je paye à 30 jours, je n'ai pas de créance client et j'ai un stock très faible, ben je bénéficie de ce montant moins celui-là, de 4490 euros, toujours en sécurité et même en plus, forcément dans ma trésorerie, toujours, puisque je paye mes fournisseurs à 30 jours. Je ne sais pas si c'est très clair. Si vous ne le comprenez pas, c'est pas très grave. Enfin, c'est quand même important de comprendre qu'est-ce que le BFR parce que c'est vraiment lié à votre activité. Donc, je vous invite à vous renseigner sur Internet. Il y a des très bons livres ou même des très bons articles qui le font. J'essaie de vous expliquer ça le plus simplement possible. Mais ce qu'il veut dire, c'est le BFR, c'est la bouée de sécurité pour votre activité est lié au délai de paiement des clients et des fournisseurs et des stocks. Donc, on va vérifier de combien j'ai besoin de trésorerie pour financer constamment ce BFR. Et c'est là où aussi, lorsqu'on a parlé du plan de financement initial, déjà, la trésorerie, il faut qu'elle soit importante parce que, vous voyez, avec un BFR qui sera très élevé, ce sera compliqué ici. Je n'ai pas ce cas puisque j'ai un dégagement en fonds de roulement, donc ça veut dire que je bénéficie toujours d'un avantage d'argent. Je n'ai pas d'argent à mobiliser, au contraire, c'est ce que j'ai en plus. Voilà. Pas facile à expliquer, surtout dans une vidéo, mais il y a beaucoup de contenu sur internet. Après le plan de financement initial, il y a le plan de financement à 3 ans. Donc là, rien de très compliqué, ça reprend tout ce que l'on a investi chaque année. Donc là, on va retrouver les investissements de départ de la première année, les investissements éventuels des années suivantes, et notamment aussi le besoin en fonds de roulement. Donc là, on va le reprendre. Vu que j'avais ici un BFR, un dégagement en fonds de roulement, on est en négatif. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose, un besoin que l'on doit financer, mais ça vient se déduire puisqu'on ne doit pas le financer. Voilà, c'est là où c'était important. Et l'accroissement, donc il y a la différence entre le montant ici de la deuxième année moins la première année. Et vous voyez que ça fait bien 1590 euros. Toujours négatif puisqu'on a un dégagement en fonds de roulement. Également les stocks de matières premières. Donc je l'ai reporté vraiment que sur la première année. Je l'ai vraiment pas mis sur les années suivantes. La TVA dès le départ sur achat de matières et IMO. Ensuite, ça se fait au fur et à mesure. Et notamment le remboursement d'emprunts chaque année. Donc là, c'est pareil. Ici, emprunt E19, vous inquiétez pas, je reviendrai après. Hop là, emprunt E19 ici, c'est le capital remboursé. Ici, il ne s'agit pas de reporter le taux d'intérêt, il s'agit justement du capital. Un emprunt, il se dissocie entre le capital emprunté et les intérêts. Et la somme totale entre le capital emprunté et le taux d'intérêt tombe sur le montant que vous allez rembourser, que vous allez verser tous les mois. Donc ici, on ne met pas les intérêts, on ne met que
le montant du capital des intérêts, il se trouve ici, c'est une charge, il se trouve en compte du résultat. Et vous allez les retrouver, hop là, frais bancaires, est-ce que c'est ici? Non, c'est peut-être service bancaire. Je l'ai pas automatisé. Non, pardon, autant pour moi. Ici, emprunt indice, donc les intérêts radio et intérêts payés, charges financières. Et du coup, le capital remboursé, c'est ici. Rémunération de l'exploitant individuel, mais ça marche que pour dans le cadre des entreprises individuelles, la distribution éventuelle de dividendes. Et on va regarder sur les 3 ans si les besoins, comme dans le plan de financement initial, sont couverts par les ressources. Donc on va reporter la première année le capital social d'investissement, éventuellement une compte courant associé comme je vous ai présenté, la capacité d'autofinancement de chaque année qui est reportée, vous savez, de l'onglet SIG, éventuellement des primes et subventions. Et les capitaux empruntés, dès le départ, on a emprunté 12 000, 5 000, 10 000, on ne va pas le reporter chaque année puisqu'on l'a emprunté une fois la première année. Et là, on va faire la différence entre les besoins de chaque année et le total des ressources. Et ce qui va nous donner total des ressources moins total des besoins, et c'est ce qui va directement être notre trésorerie chaque année. Donc là, c'est de la trésorerie. Mais bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes entre guillemets, puisque on ne reporte pas ici toutes les charges du compte de résultat. On est bien d'accord. Ce sont ici uniquement des besoins durables avec des ressources durables. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit, puisque le but de l'entreprise, c'est d'être pérenne sur le long terme. Rien de particulier ici à faire, normalement tout est automatisé, c'est pareil, mais après c'est bien de toujours faire relire un business plan et notamment un prévisionnel parce qu'il y a plein de choses, même si vous n'êtes pas à l'aise avec Excel, voilà, c'est toujours bon pour vérifier que toutes les boucles sont correctes. Un onglet trésorerie, ça fait peur, ne vous inquiétez pas. Le solde en début de mois ici, je vais commencer par là. Donc un plan de trésorerie, ça se fait sur 12 mois. On peut le faire sur 3 ans, moi je l'ai fait que sur un an parce que je trouve qu'après c'est compliqué pour se projeter, à se dire la troisième année je vais avoir tant de trésorerie tous les mois, etc. etc. Le but c'est déjà sur la première année de vérifier dans votre trésorerie que vous n'ayez pas des moments difficiles. Et je m'entends notamment sur les ventes lorsque vous avez une activité saisonnière. Imaginons que je travaille que les 5, 6, 7, 8 mois. Il faut que je puisse voir si les premiers mois, je peux absorber tous les décaissements et les mois d'après, tous les décaissements pour que mon chiffre, en fait, il soit tellement important ici de vente qu'il puisse amortir toutes les charges de toute l'année. Donc les premiers mois, on va reporter ici, dans le plan de financement initial, la ligne trésorerie, puisque, comme je vous l'ai montré, c'était le delta ici de l'investissement. Et ensuite, tout le reste va se calculer automatiquement, à savoir ici les charges. Donc en fait, j'ai repris le chiffre d'affaires de la première année avec le taux de TVA, ça donne un chiffre d'affaires TTC, un chiffre d'affaires hors taxe mensuelle et un chiffre d'affaires TTC mensuel qu'on reporte ici. Le plan de trésorerie sera toujours en TTC. Et c'est très important, pourquoi? Parce que comme je vous disais, dans votre compte bancaire, lorsque vous payez quelque chose, vous le payez en TTC. Lorsqu'on vous paye quelque chose à un client, on vous le paye en TTC. Donc sur votre compte bancaire, c'est bien du TTC qui rentre et qui sort. Donc dans les encaissements, le premier mois, on va aussi retrouver l'encaissement hors exploitation, à savoir le capital social que l'on a déposé et tout l'état d'emprunt. Et ensuite ici, on va retrouver toutes les charges que l'on trouvait dans le compte de résultat, mais de manière annuelle. Ici, on va le trouver de manière mensuelle. Donc je vous ai fait la petite manipulation pour pas que ça soit trop compliqué, qui se reporte automatiquement sur le montant annuel qui est reporté en TTC et qui est reporté en charge mensuelle. Et donc là, tout pareil, je vous ai lissé toutes les charges annuelles sur chaque mois. Donc là, elles sont linéaires. C'est important si votre activité est changeante et notamment saisonnière de bien les reporter sur les mois qu'il faut si vous avez une activité qui va gonfler tel ou tel mois de l'année. Ça c'est important puisque ça vous permet de regarder votre trésorerie si certains mois vous ne serez pas en difficulté parce qu'il y aura moins de volume de vente, il y aura moins de choses comme ça. C'est pour ça qu'ici on est parti du principe que tous les mois
on vend de la même façon, qu'il n'y a pas d'activité saisonnière, que voilà, typiquement l'été, si vous êtes dans une entreprise, votre chiffre d'affaires pourra baisser, donc ce sera à vous de l'adapter tous les mois. Ensuite, il y a des décaissements aussi hors exploitation, et notamment les immobilisations que l'on investit en début d'année, les remboursements d'emprunt, mais toujours pareil, j'ai tout calculé ici, c'est relié à l'onglet emprunt. Et ensuite, et c'est là où je vous disais que c'était un vrai poste de trésorerie, la TVA. Typiquement, on a de la TVA collectée. Donc, c'est de la TVA qui est calculée sur les ventes, tout simplement. Donc, si on vend pour 13 200 euros tous les mois, il y a 1200 euros ici de TVA collectée. Donc, ce qui est important, c'est que, vous voyez le calcul, hein, on a pris le chiffre d'affaires hors taxe mensuel et on a appliqué un taux de TVA de vente à 10% si on fait de la restauration emportée. Donc, si vous pouvez modifier ce taux, ça viendra modifier ici la TVA collectée. Pareil sur la TVA sur les marchandises, achat de matières premières, autres charges et le taux de TVA sur l'investissement. Pareil, on peut tout faire varier, puisqu'ici vous voyez bien que de la TVA collectée, on va déduire, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, tout ce que l'on a acheté. Donc la TVA sur matières premières, donc toujours pareil, on va venir déduire la ligne, donc c'est pareil, on est sur du V23 ici, chargement mensuel hors taxe, et 23 parce qu'on est sur voilà, achat de matières premières fois ici le taux de TVA de matières premières 20%, ça donne la TVA déductible. Donc le but, et vous le voyez ici, c'est que la première année, avec notamment les investissements qui donnent un gros montant de TVA, on a collecté auprès de nos clients qui nous ont payé un TTC que 1200 euros TVA et on a déduit la différence est donc de 7478. Donc en cumul, on a bien un crédit de TVA à reporter. Et comme ici, c'est très bien vu, on collecte 1200 et ensuite tous les mois, on a une différence parce qu'on ne déduit pas assez de 92 euros. Sauf que comme j'ai depuis le début un crédit de TVA, on vient le reporter tous les mois. Vous voyez, jusqu'à qu'il vienne s'essouffler petit à petit, petit à petit. On peut le voir ici, si je fais 10 000 euros de vente, hop, vous voyez, je n'ai plus de crédit de TVA, parce que là j'ai vraiment une TVA à décaisser, donc je dois payer à l'État, si vous voulez, ce montant tous les mois, puisque j'ai fait plus de ventes que je n'ai déduit de charges de TVA. Voilà. Donc tout ça est automatisé. Je vous conseille de pas forcément y toucher, après c'est comme vous souhaitez, il y a les formules, si vous connaissez un Excel, n'hésitez pas. Et ensuite, le total des décaissements. Donc la somme de tout ça, et puis surtout la différence entre les deux, qui est le solde en fin de mois qui va être votre trésorerie. Donc là c'est important de vérifier le montant. Donc, vous voyez ici c'est assez linéaire, mais vous verrez dans certaines activités, dans certains projets, on peut avoir du 10 000, 10 000, puis on va commencer à descendre 8 000, 5 000, 4 000, suivant le volume de vente aussi, hein, de charge, et on va se retrouver ici par exemple en négatif, et on va repasser en positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il faut avoir suffisamment de trésorerie pour pouvoir amortir une chute. Et surtout, ici, il faut pas penser le but, c'est de ne pas passer en négatif. Voilà, c'est ce qui est important de retenir. On va passer sur les tableaux d'emprunt. Donc c'est pareil, ici. Hop là, je le rectifie. Voilà. Ici, donc, on trouve les trois emprunts que j'avais mentionnés dès le début, donc à savoir l'emprunt bancaire, l'emprunt PCE, l'emprunt NAC. À chaque fois, vous voyez qu'il y a le montant emprunté, le taux d'intérêt et la durée, en sachant que pour les investissements professionnels comme ceci, la durée moyenne est tout le temps de 7 ans. Donc ça va calculer une annuité automatiquement, donc vous n'avez qu'à bouger ces données et ça viendra automatiquement mettre à jour tout ce tableau et ça viendra calculer voilà, les intérêts que vous payez par mois. Comme vous l'avez souvent entendu, on paye d'abord les intérêts au début, on en paye moins, on rembourse plus de capital à la fin.
mais l'annuité elle reste constante. Donc ça, c'est un calcul d'emprunt par annuité constante, c'est-à-dire que tous les mois, on paye le même montant. Et vous voyez qu'au bout de 7 ans, on a bien remboursé 5 000 € ici, 12 000 € ici, et ici, emprunté 0, mais on a quand même remboursé à 10 000 €. Ensuite, un petit tableau récap qui nous sert et qui est reporté dans les comptes de résultats et autres. Les intérêts annuels des 3 emprunts réunis, notamment mensuel qui est inséré dans le tableau, et pareil pour le capital remboursé. Donc capital plus intérêt, forcément, ça fait le montant de l'annuité. Rien de particulier ici, tout est automatisé, voilà, rien de particulier, les formules sont un petit peu particulières, mais c'est rien de très compliqué, c'est le calcul de prêt bancaire. Ensuite, on va arriver sur les 2 derniers onglets. L'onglet salaire, calcul des salaires et cotisations sociales, donc comme je vous l'ai dit, qui est reporté sur cette ligne ici. Donc là, c'est pareil. Rien de très compliqué, les données c'est quoi en France? Pour un poste à 35 heures, un travailleur travaille 151,67 €. Je l'ai ramené non, également c'est une donnée, on le ramène si on fait 35 heures par mois, ça fait 4,33 semaines par mois. Le SMIC brut horaire est à 9,76. Les charges patronales en France, côté employeur, représentent 42% et les charges salariales représentent 23%. Donc ici, voilà, tout un tas de possibilités. Donc c'est pareil, vous pouvez aller jusqu'à 6 salariés et ça sera automatiquement reporté dans le compte de résultat. Si jamais vous voulez en rajouter, vous faites un copier-coller de celui-ci, vous le copiez là, mais surtout il faut aller rajouter dans la formule un petit peu partout où on parle de cotisation sociale, de salaire dans les cases. Donc concrètement, comment ce tableau fonctionne? Vous avez 2 lignes à faire varier. Une ligne sur les nombres d'heures par semaine que vous voulez et une ligne sur le salaire brut horaire. Donc là, dans l'exemple, on peut voir que j'ai décidé de mettre un salarié à 35 heures, un salarié à 20 heures et le gérant moi-même, puisqu'on peut être aussi gérant salarié, on peut être en contrat de travail. Donc typiquement, j'ai reporté toutes les données et donc si on met un contrat de 40 heures à 12 €, voilà combien coûte ici un mensuel, un salarié que vous allez payer 12 € brut de l'heure, à savoir que ça fait du 1600 € net par mois. Donc un salarié qui vous coûte 1600 € net, enfin que vous payez 1600 € net par mois, il vous coûte presque le double. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont conscience. Voilà, avoir des salariés, ça coûte cher. Donc là, on n'est pas au SMIC, mais si on est au SMIC, un salarié 35 heures à 9,76 € au SMIC, donc c'est 1139 € net par mois, il vous coûte 2102 €. Voilà, donc vous avez tout simplement. Donc là, c'est pareil, c'est pas très précis puisqu'on se base sur une moyenne de coûts employeurs, de charges salariales. Donc j'ai mis patronal par an, voilà, j'ai tout fait, c'est assez clair. Donc c'est pas hyper précis, mais ça reflète la réalité. On n'est pas à des virgules près ou à 2 €, 3 € près, c'est pas très très gênant. Donc tout est automatisé et c'est plutôt pratique puisque dans nos prévisions, dans le compte de résultat, eh bien, au début on peut en mettre 0 et puis on voit en fait que d'après mes prévisions, mais on peut se permettre de prendre un salarié ou non cette partie. Sur notre activité, on n'y pense pas souvent, on peut aussi travailler avec des auto-entrepreneurs, donc il faut faire attention pour ne pas faire du salariat déguisé, c'est encore plus avantageux puisque le montant que vous allez lui verser passera ici dans le compte de résultat, ne sera pas une ligne de frais de personnel, mais elle sera bien une ligne ici alors on va la trouver, il doit y avoir, voilà, d'honoraires, vous pouvez le faire passer ici par exemple, ou même détailler la ligne en soi, mais ça passera comme une ligne d'honoraires si vous faites appel à quelqu'un d'extérieur. Voilà, donc là c'est pareil, donc là vous voyez on a mis 0, vous avez simplement à faire varier le nombre d'heures par semaine et le salaire brut par heure. On arrive sur le dernier onglet, bilan prévisionnel. Alors le bilan prévisionnel, vous voyez ici, il est très simple, très simplifié.
Dans des prévisionnels financiers, pardon, je n'aime pas du tout mettre un bilan parce que le bilan, c'est vraiment c'est l'image au 31 décembre, enfin la clôture des comptes de ce que possède l'entreprise et grâce à quoi elle peut le posséder. Donc typiquement, on va retrouver d'un côté l'actif de l'entreprise et le passif. Donc dans l'actif, on va retrouver les immobilisations brutes de chaque année, donc tous les investissements. Vous voyez qu'ici il est constant parce qu'on a investi qu'une fois en année 1. Si on avait réinvesti en année 2, il aurait gonflé. Donc là, c'est toujours le prix d'achat hors taxe qui est mentionné ici. Et ensuite, chaque année, on vient déduire des amortissements. Et c'est ce qui nous donne une immobilisation nette. On ne l'a pas reporté ici. Ensuite, on va retrouver le montant des stocks au moment de la clôture. Des provisions éventuelles sur des pertes ou des mouvements de stock. Les créances clients. Et ensuite, disponibilité, c'est votre trésorerie. Ce qui va vous donner un montant de l'actif. À savoir que le total de l'actif est toujours égal au total de l'actif puisque c'est le du passif, pardon, parce que c'est le passif du bilan qui vient financer son actif. Donc dans le passif, qu'est-ce qu'on trouve? Le capital social, les réserves légales dont je vous parlais. Donc un montant est toujours accordé chaque année pour les réserves légales. Et notamment si on ne réinvestit pas, tout part dans la réserve. Donc là on n'a pas dissocié les deux lignes. Des subventions d'investissement éventuelles, provisions risques et charges. Bon, on ne peut pas le prévoir à l'avance, donc il n'y en a pas. Les emprunts. Ici, donc tout est automatisé également, ne vous inquiétez pas. Votre dette d'exploitation. C'est la dette fournisseur que l'on retrouve dans le BFR, forcément, puisqu'on l'a calculé. Les dettes fiscales et sociales, forcément, ça va être vous voyez ici dans l'onglet salaire et charges sociales, c'est ce que l'on doit. Ici, les charges patronales que l'employeur doit payer tous les mois avec 30 jours de décalage. Et vous voyez qu'ici, on est bien dans l'équilibre. Donc, vous voyez, ça donne pas grand-chose comme info. C'est pas quelque chose que j'apprécie dans le bilan prévisionnel, mais le banquier, il va voir un bilan simplifié, il va voir que c'est à l'équilibre, il va voir que c'est cohérent, il aura une vision globale, il sera content. Voilà pour le prévisionnel financier et je reviens sur un onglet qui était ici que l'on n'a pas évoqué. Un onglet synthèse. Et ça, les banquiers adorent. Pourquoi? Donc ça reprend toutes les données, donc c'est pareil, c'est automatisé, vous n'avez rien à faire. Après, si aussi vous avez une erreur ou quelque chose comme ça, c'est que vous avez touché, vous avez cassé la formule. Mais il faudra du coup repasser tous les liens. Donc qu'est-ce qu'on trouve? L'année 1, l'année 2, l'année 3, le chiffre d'affaires, le résultat net et la rentabilité. La rentabilité, tout simplement, c'est résultat net divisé par chiffre d'affaires. Avec ici, des courbes de chiffre d'affaires. Donc on voit que l'on augmente et on peut se donner un ordre d'idée. La courbe verte de la rentabilité, qui est repris tout simplement ici. Et le résultat net. Voilà, donc ça c'est plutôt encourageant. Ici, on va retrouver des indicateurs clés. Donc les capitaux propres, l'endettement net, le chiffre d'affaires. D'ailleurs, vous voyez que là, pour l'instant, ce n'est pas lié, donc je vais devoir tout relier. Ça, c'est les formules se sont perdues, ce qui est dommage. Et ensuite, tout un tas de ratios. Alors, je ne vais pas vous les expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Mais le banquier apprécie de pouvoir regarder ces quelques indicateurs. Mais attention, si vous les affichez, vous décidez de les mettre, mais que vous ne savez pas les expliquer, bon, ça ne sert pas à grand chose. Donc, attention sur ces indicateurs. Ensuite, ça c'est très important, ça vient reprendre aussi votre trésorerie. C'est là où on vérifie que sur la saison d'été par exemple, parce que c'est une activité saisonnière, vous n'allez pas passer ici en négatif, quoi que ce soit. Là on voit quand même qu'on a un rythme assez régulier, donc tout est ok. Le seuil de rentabilité, donc toujours pareil, on voit ici que par rapport au chiffre d'affaires, il est atteint très tardivement dans l'année. Ici encore un peu moins, et ici presque à la milieu de l'année. Donc ça c'est important. Et le BFR, on voit que c'est du négatif puisque comme je vous l'avais dit, c'est du dégagement en fin de roulement.
Donc ça, le banquier, il va vraiment aimer, c'est que du positif. Voilà pour cette petite vidéo explicative sur le prévisionnel financier, j'espère que c'est assez clair, c'est une vidéo assez longue. J'ai essayé de faire au plus vite et d'être le plus concis possible, ce n'est pas évident, parce que pour moi c'est assez évident toutes ces choses, j'en ai l'habitude. Voilà, c'est tout s'apprend bien sûr. Et puis derrière mon écran et sur cette vidéo, je ne peux pas forcément connaître vos difficultés par rapport à ça et ce qui est compréhensible ou non dans mes propos. Ceci étant, je vous souhaite bon courage et ce fichier va quand même très bien vous aider. Merci beaucoup, à très bientôt.